été créé pour des objectifs politiques qui servent les politiciens et justifient les budgets militaires. Bonjour les internautes de l'Underground. Alors aujourd'hui je vais vous parler du livre que je tiens dans la main là, et ça va être intéressant parce que franchement ce bouquin, c'est un bouquin que j'ai trouvé, vous savez, dans les cabines où les gens laissent des livres. Et donc c'est par pur hasard que je suis tombé dessus. Il faut dire que je suis un sacré pique-assiette parce que moi je sais que à côté de chez moi il y a deux cabine, et que régulièrement je passe et que je prends les bouquins qui m'ont l'air de me plaire et je les prends sans pitié et j'en mets rarement dedans. Donc honte à moi, c'est un peu un mea culpa, mais en tout cas, dans une cabine, j'ai trouvé ce livre-là et quand j'ai vu que le titre c'était Il n'y a pas de drogué heureux, tout de suite je me suis dit, ou tiens, je vais aller apprendre des choses sur ça, parce que de toute façon on est tous concernés de près ou de loin par ce sujet épineux qu'est la drogue. Mais là, c'est pas n'importe qui l'a écrit. C'est le docteur Olivenstein. Alors, qui est le docteur Olivenstein? C'est ça qu'il faut se poser comme question avant d'aller plus loin dans ce livre, hein, dans ce livre qui date de 1977, mais qui est toujours très important à lire, même maintenant, plus de 40 ans plus tard, parce que, enfin, en plus, ce livre, il a été publié un an avant ma naissance, et aujourd'hui, moi qui ai plus de 40 ans, je suis né en 78, ce livre est encore très très intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le témoignage d'une époque et d'un contexte, et ça explique énormément de choses sur la société française et sur la société américaine aussi, et sur divers problèmes. Mais en fait, je vais vous expliquer un petit peu, je vais un peu vous résumer le livre pour vous donner envie de le lire, ou bien si vous n'avez pas le temps de le lire, bah, au moins grâce à moi, vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, à écouter ma belle voix du matin, là, qui est pas réveillée. Là, je viens de me réveiller, mais je pense que c'est le meilleur moyen, parce qu'en fait, j'ai fini la dernière page du livre, je l'ai lu hier, en fait. J'ai lu, non, même pas, ce matin, dans la nuit, je veux dire, je me suis réveillé dans la nuit, j'étais un peu insomniaque, et j'ai terminé le bouquin. Et là, après, j'ai redormi, et je me suis réveillé, et là, je me suis dit, c'est le moment précis pour dire tout ce que, en fait, tout ce que, donc ce livre, en fait, il présente au départ un peu sa vie, et donc c'est un mec qui a souffert, hein, parce que c'est un juif, et évidemment, il a dû fuir les nazis, il y a eu des, il a dû se barrer de l'Allemagne, donc ça, c'est ce qu'on apprend dans le premier chapitre qui s'appelle Une enfance confisquée. Et donc on va voir un petit peu sa vie de départ et voir que en fait ce mec-là, il a voulu donc travailler dans les hôpitaux psychiatriques parce que le reste de la médecine l'intéressait guère. Alors déjà ce qui est frappant, c'est au début du bouquin, il montre un petit peu l'ambiance que pouvait régner dans les hôpitaux et un peu le non-respect qu'avaient les écoles de médecine envers certaines personnes, par exemple envers les cobayes. C'était ça c'était frappant au début du livre, hein, c'est que en fait il expliquait que en fait dans les hôpitaux, euh, quand ils avaient besoin d'un cobaye pour quoi que ce soit, il était considéré comme une sous-merde en fait, quoi, et ça montre un petit peu que la science, elle a un peu un regard déshumanisé souvent envers l'individu pris dans la masse. Donc ça, c'était un premier truc frappant. Et lui aussi, ça l'a frappé, si bien qu'en fait, de toute façon, il n'avait pas l'air de se sentir très à l'aise dans le corps médical traditionnel, parce que devenir médecin, pour lui, ça aurait été un petit peu justement se confronter à tout ce conformisme, comme il expliquait, en fait, c'était un véritable milieu inintéressant parce que justement trop figé et n'acceptant pas les nouvelles idées, n'acceptant pas la remise en question, avec aussi beaucoup un système un petit peu où voilà, c'est l'ancienneté qui prime avant toute chose, les relations, etc. Donc et il s'est dit, tiens, le milieu psychiatrique, c'est peut-être un milieu où justement il y a plus à faire. Et il est tombé un petit peu là-dedans en se disant, tiens, ça va plus m'intéresser, quoi. Et effectivement, il a travaillé donc dans un hôpital psychiatrique, et ça, c'était le deuxième truc frappant. C'était comment se passe un petit peu
dans les années 60, qu'est-ce que ça signifie un hôpital psychiatrique? En fait, un hôpital psychiatrique, à l'époque, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais c'était un peu le rebut de la société. C'est-à-dire qu'en fait, les gens dont on ne savait pas trop quoi faire, on les mettait en hôpital psychiatrique. Et c'est vrai que ça se comprend. La société, à un moment donné, les fous, il faut bien qu'elle les mette quelque part. Ça, c'est une réalité de point de départ. Mais ensuite, il y a toute la question de comment ils vont être traités et est-ce qu'on va pas abuser aussi de leur état? Parce que quand on est fou, on peut difficilement se défendre et on peut difficilement faire valoir ses droits. Et là, lui, il le dit sans langue de bois, il explique qu'en fait que c'est le Far West, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans les hôpitaux psychiatriques de l'époque, si vous étiez chiant, on vous laissait dans votre caca pour vous punir, on vous faisait les pires punitions pensant que ça allait. Enfin, c'était comme ça, voilà, voilà. Vous étiez traité comme une merde, et on se doute bien que sur un fou, ça va pas l'aider. Et c'est lui, il a commencé à arriver avec des méthodes un peu différentes, en disant, écoutez, par exemple, ce vieux-là que personne ne vient voir, qu'aucun enfant vient voir, ce mec-là qui est tout triste et qui a envie de mourir, qui se laisse dans un état végétatif, qui se chie dessus, qu'on n'a plus rien à foutre, en fait, ça se trouve, si on s'occupe un peu de lui, il va retrouver goût à la vie. Et effectivement, dans l'exemple qu'il donne, effectivement, il arrive à redonner goût à la vie à certaines personnes, etc., juste en leur donnant un peu d'attention. Parce que, en fait, si vous voulez, les hôpitaux psychiatriques, c'est vraiment des endroits, c'est comme une zone de non-droit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, le personnel faisait ce qu'il voulait, en fait. Et ça, c'était vraiment flippant, ça m'a fait flipper, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez en hôpital psychiatrique, c'est vous retrouver dans un endroit où, en plus, les gens ne font pas forcément ça par vocation. Les gens qui se retrouvent dans un hôpital psychiatrique font pas ça forcément par vocation et font pas ça forcément pour aider les humains. Des fois, ils font ça par opportunisme, pour dire voilà, moi je cherche du boulot, bah tiens, les hôpitaux psychiatriques ils embauchent, allons-y. Mais une fois à l'intérieur, ils en ont rien à foutre de. En fait, justement, ils sont plutôt horrifiés par ce qu'ils voient et un peu impuissants et puis surtout pas concernés. Et donc, ça fait des gens qui délèguent à ce qu'on appelle des super malades, c'est-à-dire des petits capots qui vont un peu faire la police. C'est-à-dire des malades qui sont un peu au-dessus du lot et qui vont se charger des tâches ingrates comme le nettoyage et puis ils auront le loisir de punir les autres parce que en fait le personnel veut déléguer à ces gens-là ce que leur métier, leur boulot, leur sale boulot le délègue à certains malades. Donc vous voyez bien qu'un petit peu on se retrouve il y aura de quoi faire une belle série ou un beau film. D'ailleurs j'ai toujours été fasciné par les films qui se passent comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, etc. Je suis fasciné par le milieu des hôpitaux psychiatriques parce que déjà les fous ça me fascine en fait. Ces gens-là, c'est difficile d'instaurer un dialogue avec eux, c'est difficile de les comprendre, mais pourtant c'est des gens qui peuvent souffrir et c'est des gens qui doivent certainement ressentir des choses que nous on ne peut pas ressentir. Je suis fasciné par ces gens-là. Mais bref, lui, ce mec-là, Dr. Löwenstein, il constate donc il va dans des hôpitaux qui sont quand même connus. En fait, il fait deux hôpitaux psychiatriques. Il en fait un en province et puis il en fait un à Paris qui est à Villejuif. Donc je pense que pour ceux que ça intéresse, à mon avis, l'hôpital psychiatrique de Villejuif, ça doit être assez connu. Ensuite, le premier hôpital, il est en province. Et je vais vous dire le nom si je le retrouve. Donc lui, en fait, au départ, il avait fait sa médecine à Saint-Antoine. Euh, Ah, tiens, pour vous parler de l'exemple de tout à l'heure, c'était ma première séance d'hôpital. Pour moi, je crois, un choc décisif. Elle avait lieu à la clinique de médecine de Saint-Antoine. Dans l'amphithéâtre à Gradin, nous nous trouvions presque 300 garçons et filles, bavardant, riant, un peu impressionnés aussi, dans l'attente d'un de ces grands événements de notre vie nouvelle d'étudiant. Soudain, la porte s'ouvre, une infirmière paraît, deux hommes la suivent, chargés d'un garçon tout nu, du même âge que nous, qu'ils déposent au centre de la salle sur le bureau comme un paquet. Eh ben ouais, voilà, et c'est vraiment pas rigolo, quoi. Bon, bref, ça c'est le début du bouquin, et ce que j'aimerais bien retrouver, c'est le nom de l'hôpital psychiatrique de province. Alors, pouet, pouet, pouet.
C'était Sotteville-les-Rouen, voilà. Donc avant il avait été à Charenton, donc il a vu que c'était un peu le merdier. Donc il était à l'hôpital psychiatrique de Charenton et après il se retrouve à Sotteville-les-Rouen. Donc pour lui, c'était quitter l'univers impersonnel, assez mécanisé des grands hospices urbains pour rejoindre une communauté de caractère encore rural et par instant familial. Et ce qu'il explique aussi, c'est que dans ce milieu rural, on se croirait à l'époque de Victor Hugo, quoi. Il dit qu'il y a des gens qui vivent dans une misère incommensurable et qu'ils ont des vies incroyables. Il y a des gens, quand tu écoutes leur parcours, il dit, je me croirais à l'époque de Victor Hugo et des Misérables, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 60, il y avait une grande misère en France. Et ça aussi, ça m'a énormément choqué, parce que je me rendais pas compte tous les progrès sociaux que nous avons réussi à avoir quand même en 40, en 60 ans, les 60 dernières années, depuis les années 68 surtout. Il y a eu énormément de progrès social, mais au départ, quand tu étais dans la merde, que tu étais en province, que tu étais un cutéreux, tu étais dans la merde. Parce que travailler à l'époque n'était pas forcément synonyme d'avoir beaucoup d'argent. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que des fois les payes étaient ridicules, c'était l'époque des francs, etc. Et à cette époque-là, tu pouvais travailler pour 3000 francs ou des trucs comme ça. Enfin, c'était une époque difficile. Et on comprend bien pourquoi il y avait un grand besoin d'hôpitaux psychiatriques à cette époque. C'est que la misère du monde, il fallait bien la récupérer quelque part. Et il explique alors qu'il tombe sur plein de psychiatres qui sont vraiment des gens qui sont dénués de tout intérêt pour les gens, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui sont censés être humanistes, en fait. Vous dites un directeur d'hôpital psychiatrique ou quelqu'un qui travaille là-dedans, vous dites c'est forcément des gens humanistes qui sont. Mais non, en fait, c'est des gens des fois qui sont. Ils viennent à 8 heures le matin, ils repartent à 17 heures, ils sont contents, ils ont fait leur journée, mais en fait, ils n'ont rien à branler des gens qui sont dans l'hôpital, de leur souffrance, de est-ce qu'on peut améliorer quelque chose, est-ce qu'on peut. Alors que lui, docteur Levenstein, c'est un des premiers qui a commencé à arriver, il se disait, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce merdier comment que ça se fait qu'on peut en venir à être violent avec des malades, comment ça se fait qu'on peut mal les traiter, comment dire, leur imposer une violence psychologique, et surtout, par exemple, à titre d'exemple, c'est pas habiller correctement quelqu'un, c'est déjà un début d'humiliation, par exemple. Euh, le laisser baigner dans son caca, bah évidemment, ça c'est sûr, mais il y a plein de trucs comme ça qui font que on peut souiller un humain sous couvert par l'État de faire son métier, en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a choqué aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les hôpitaux psychiatriques, c'est pas du tout ce que je croyais, en fait. Moi, je pensais que c'est des endroits assez aseptisés, mais en fait, effectivement, oui, on donne beaucoup de médoc et tout ça, mais euh, au-delà de ça, c'est le chaos. C'est le chaos. Dans les hôpitaux psychiatriques, comme c'est décrit là, c'est le chaos total. Et lui, il arrive là-dedans, effectivement, et bon, il essaye de faire ce qu'il peut, mais ça marche pas toujours. Et souvent, il se heurte à des, comment dire, à l'administration, en fait, qui dit, l'administration, elle dit voilà, c'est comme ça, comme ça. Lui, évidemment, il a ses idées, donc il commence déjà d'être un peu le petit grain de sable dans le rouage. On commence de voir ça. Et donc tiens, là, en 1959, l'hospice de Sotteville était donc avant tout l'hôpital du pauvre. Pour la première fois, j'y avais directement affronté la maladie mentale. Pour la première fois également, j'allais me trouver en contact avec le milieu ouvrier et le milieu rural, avec leurs problèmes spécifiques et leur incroyable misère. Une salutaire expérience pour l'intellectuel de gauche, c'est-à-dire le bourgeois que j'étais jusqu'alors. En effet, mon approche d'autrui ne s'était exercée qu'à l'hospice de Charenton, dont la clientèle était un peu privilégiée, et durant mes études dans les hôpitaux généraux, où les malades sont vus de très loin, perçus comme des cas beaucoup plus que comme des êtres humains. Donc voilà ce que en fait c'est ce que j'ai ressenti des fois aussi en étant dans le milieu hospitalier, c'est-à-dire d'être un numéro.
Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui rend humble, hein. Je veux dire, quelqu'un qui se la pète un peu, un jeune con qui croit que tout lui est dû. En général, après un petit séjour à l'hôpital, son ego redescend un petit peu parce que, en général, on est traité pour ce qu'on est, c'est-à-dire un cas comme un autre. Et là, ça remet les idées en place. Moi, j'ai fait de l'hôpital, hein, pour des problèmes cardiaques, pour des problèmes, on a tous eu des problèmes, hein, tous. Moi, j'ai eu l'appendicite, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Tout le monde a été à l'hôpital pour diverses raisons. Et finalement, ça, je comprends mieux maintenant ce que peut ressentir le personnel hospitalier, parce que imaginez-vous à leur place simplement. Et c'est ça, imaginez-vous à leur place, et quand quelqu'un rentre dans une chambre, est soigné et en repart, ça laisse place à quelqu'un d'autre qui revient à la place. Et vous voyez la personne non plus pour ce qu'elle est intérieurement, ou ce qu'elle représenterait dans l'absolu, c'est un cas comme un autre. Mais imaginez-vous ça dans un hôpital psychiatrique où là, il y a des gens dangereux, des gens qui sont difficilement gérables, des gens qui hurlent, des gens qui divaguent, qui racontent des conneries, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et puis les femmes. Imaginez-vous les femmes dans les hôpitaux psychiatriques. Ça ne doit pas être drôle non plus. Ni pour les femmes, ni pour les hommes. Et pour le personnel non plus, finalement. Enfin bref. Et lui, alors, le sujet du livre, c'est pas les hôpitaux psychiatriques. Parce que de toute façon, quand on regarde déjà les deux bouquins qui avaient déjà été écrits par Monsieur Olivenstein, il avait écrit La drogue, édition universitaire 1970, et écrit sur la toxicomanie, 1973. Donc ça, c'est son troisième livre. Il avait déjà écrit 2 livres sur la drogue. Donc on voit bien que ce mec-là, c'est vraiment la drogue, sa passion. Ça fait bizarre de le dire. Mais voilà, donc la partie du livre-là est intéressante, hein, sur les hôpitaux psychiatriques, parce que finalement, ça fait très bien le pont avec la suite, parce qu'on parle d'une première misère morale, qui est la misère un petit peu des gens qui sont déviants psychologiquement, pour diverses raisons. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que dans un hôpital psychiatrique, on va pas les arranger, et qu'on va au contraire. Ça me fait penser à la prison, quelque part. Quand on envoie les gens en prison et qu'on se dit que ça va les soigner vis-à-vis de leurs problèmes de délinquance et qu'ils ressortent encore plus délinquants, j'ai presque l'impression, bon il le dit pas, mais j'ai l'impression que tu vas dans l'hôpital psychiatrique, tu ressors encore plus malade en fait. Parce qu'ils vont encore... En fait, quelqu'un qui va pas bien, de mal le traiter, qu'est-ce que ça va faire sinon aggraver son cas? En fait, je pense. Globalement, c'est ce que je me dis sans m'y connaître. Je me dis, des fous, ils devraient être encore mieux traités que des gens normaux finalement. Parce qu'un fou, c'est délicat. On ne peut pas lui parler n'importe comment. Forcément, un fou, il est déjà de nature à vouloir être violent ou à vouloir se faire violence envers lui-même. Et donc, si vous êtes encore violent avec lui, je ne sais pas ce que ça peut donner. Enfin bref. En fait, lui, il découvre comment la drogue. Évidemment, euh, il découvre le LSD à Villejuif. Donc ça, c'est page 135. On va revenir un petit peu à la page 135. Et donc, il commence à parler de drogue à partir de là dans le livre. Donc vous voyez que ça n'apparaît pas tout de suite. Vous voyez qu'il y a toujours une première partie du livre qui est quand même assez longue. Et je dirais pas qu'elle est inintéressante, parce que justement, bon, il explique sa vie au départ, donc déjà ça met le personnage en lumière, comment son enfance s'est passée vis-à-vis du fait qu'il était juif, vis-à-vis qu'il est né, bien évidemment, avant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc c'était intéressant ce début de livre. Mais entre... Et puis aussi, les options psychiatriques, c'est intéressant. Mais là, effectivement, le livre prend une autre dimension quand il commence à rentrer dans cette histoire de problème de drogue, parce que c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Parce que il va se poser des questions au sujet du LSD, parce qu'il va se dire, lui, il va se dire, il y a des. En fait, son premier constat, c'est quoi? C'est de se dire, il y a des gens, ils vont chercher à délirer. Moi, je suis dans les hôpitaux psychiatriques et je suis chargé de soigner des gens qui délirent, mais pas de leur plein gré, parce qu'ils sont malades et donc ils ont des délires. Et ils rencontrent des jeunes qui se droguent au LSD, etc., et qui recherchent et qui vont développer des dons pendant ce temps-là. Des dons créatifs, évidemment, parce que ça libère. Et ça l'a fasciné dès le départ. Il s'est dit, c'est ça qui l'a
poussé attiré vers la drogue au départ, c'est qu'effectivement, ça paraissait nouveau en plus, un peu à l'époque, et problématique. Non, nouveau, problématique, mais offrant une perspective de compréhension de nouvelles choses et peut-être permettant de soigner les gens en apprenant plus sur ce phénomène qui est la drogue, et notamment une drogue qui est le LSD en fait. Hein. Le LSD qui vous fait voyager quelque part dans votre tête. Donc en fait, euh, donc lui, il essaye un petit peu. Parce qu'en fait, alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au départ, à cette époque, les drogués, les toxicomanes, on les envoyait en hôpital psychiatrique au mieux. C'était la meilleure des solutions qu'on pouvait leur. Et c'était pas fait pour eux. Imaginez bien qu'un toxicomane, c'est quelqu'un qui rejette la société, c'est quelqu'un qui est rebelle, et il rejette évidemment l'institution médicale. Et donc lui, il a constaté ça, quoi, évidemment. Il a constaté que effectivement les jeunes. Tiens, mais si à ces jeunes j'apportais mon savoir, ils m'apportaient en retour leurs idées, leurs espoirs, leur joie de vivre, et j'en étais bouleversé. Ils étaient beaux, merveilleux, habillés sinon parfaitement propres, avec une sorte de désinvolture constamment inventive qui faisait chatoyer les couleurs de notre quotidien si terne. Ils avaient d'autre part la santé morale des grandes aspirations lorsqu'elles sont encore plus près de leur source, de leur jaillissement. Comme tout mouvement en expansion, il traînait autour d'eux une minorité misérabiliste, les usagers des drogues dures, amphétamines, héroïne, etc. Mais dans l'ensemble, ils n'utilisaient que du LSD, des dérivés du hashish ou d'hallucinogènes. C'est-à-dire qu'ils échappaient au cycle de la dépendance, de la dégradation physique et mentale. Leur innocence profonde me frappait et leur côté édénique de leur rapport à l'époque. On pouvait encore dormir sur les berges de la Seine avec un portefeuille plein d'argent, personne ne nous volait rien. En fait, il parle de cette époque des débuts un petit peu, des débuts un peu yéyés, hein, c'est-à-dire un peu hippie, etc. Parce que effectivement, la drogue se divise en deux catégories, les drogues qui développent une dépendance et les autres. Et effectivement, le LSD, les champignons, etc., ça développe pas, ça développe pas ça permet de voyager, bon, ça peut peut-être développer une dépendance psychologique. Et ça, il explique dans le livre. Hein. Il dit pas que le hashish c'est une drogue douce, il dit que simplement, si tu es bien encadré, tu peux fumer du hashish. Et ça, il le dit clairement. Il dit que ça dépend de ton entourage, de ta façon de penser, etc. Mais par contre, si tu es déjà dans des mauvaises conditions, le hashish peut t'enfoncer, en fait. Ça dépend des personnes, en fait. Voilà pour défendre la drogue, hein, loin de là. Lui, il explique déjà que ce qu'il a mis la puce aux oreilles, c'est ces jeunes-là qui étaient un petit peu dans l'ambiance des années 68, la rébellion, etc. On arrive, on veut changer le système, il y en a marre, etc. Et il fait bien, très bien ressentir cette époque un peu effervescente où, en même temps que venaient ces idées de rébellion, tu vois, de ces années 60 où les jeunes, ils en ont marre de ce conformisme. Puis c'est vrai qu'à l'époque, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. En fait, ils s'en rendaient pas compte, mais ils étaient dans une époque très permissive. Avant 68, les flics, c'était des babacools, en fait. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de s'énerver, en fait. Avant les années 68, tu pouvais être rassemblé dans la rue, tant que tu foutais pas le gros bordel, ça allait, tu vois. Mais après, en 68, les flics, ils ont montré qu'ils étaient capables de sortir la matraque quand il le fallait. Que, en apparence, ils étaient cool, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu besoin de se montrer méchant, mais que, à partir du moment où ça a débordé, les flics, ils ont montré leur violence, quoi. Mais que, avant, justement, tout ça, si tu faisais pas trop parler de toi, tu pouvais être assez tranquille, finalement. Mais c'était un système qui était trop pesant. C'était un système pour les jeunes qui était vraiment pesant parce qu'ils en avaient marre d'entendre acheter, acheter, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Le discours a de plus en plus de mal à passer, le discours capitaliste en fait, ce qui a provoqué un petit peu ce changement de mentalité chez la jeunesse qui a voulu changer les choses. Et tout ce mouvement-là est venu des États-Unis en fait.
Ce mouvement est venu des États-Unis parce que la guerre du Vietnam a pas bien passé auprès de la jeunesse américaine. Les étudiants américains, ils ont commencé de goûter justement à tout ce qui était drogue, etc. Et ça, quelque part, ça s'est transmis vers la France. Et de toute façon, c'est pas la première fois qu'il y avait des. Mais là, ça se voulait, en fait, ça se voulait apolitique, en fait. Et on sait que tout mouvement qui est apolitique est voué à disparaître, et c'est ce qui s'est passé. Tiens, voilà, je tombe sur un passage comme par hasard. Ces années 67 et 68 représentent pour moi la rencontre d'une jeunesse neuve, animée, toute frontière abolie par des exigences spirituelles semblables, ont donc à la fois infléchi ma carrière et transformé mon univers intérieur. Je l'ai dit, sur les rives de la Seine, le monde entier paraissait se rejoindre, se confondre. Mais ces filles et garçons, inversement, j'allais les retrouver aux quatre coins de la terre, au cours de ces multiples voyages où m'a jeté ma passion de voir, de parcourir et de découvrir. Donc il a été au Maroc. Donc on imagine bien qu'au Maroc, il n'a pas dû fumer que des cigarettes. Donc il a été en Crète où il y avait des nombreux hippies qui s'étaient installés. Beaucoup fumé, absorbé du LSD, nanana, Israël. Non, le mec, franchement, il a beaucoup bougé, quoi, en fait. Voilà. Et donc la Californie, bien évidemment. Alors ça, c'est sûr que là, Californie, on est bien dans le hippisme le plus fervent. Donc, bon, je vais essayer d'être assez synthétique parce que bon, on va pas s'amuser à voir tous les détails du livre, mais le point important du bouquin, c'est que évidemment, il va vouloir créer le premier centre destiné aux drogués, mais un centre où on y va de son plein gré. Et c'est ça qu'il a voulu faire. Et ce centre, ça s'appelle Marmottan. Donc Marmottan, le centre qu'il crée, donc c'est le chapitre ouverture de Marmottan, c'est la page 223. Donc pour se faire une idée de où ça commence, c'est là. Voilà. Donc à partir de là, il va raconter cette formidable aventure. Ils étaient en 1970 et il avait essayé d'ouvrir, comment dire, un service pour les drogués à Villejuif, mais ça n'a pas forcément abouti comme il l'aurait voulu. Et donc c'est là qu'il a eu l'idée de. Et en plus, l'opinion publique, du reste, venait de se sensibiliser brutalement au problème de la drogue avec l'affaire de Bandol. On s'en souvient peut-être, une jeune fille qui s'injectait de l'héroïne avait été retrouvée morte dans les WC du casino, à la suite d'une overdose. Donc on était dans une époque un petit peu où la drogue, ça faisait peur. Ça faisait peur, et à juste titre en plus. Hein. C'était pas une peur irraisonnée comme Jean-Pierre Pernaut sait nous l'insuffler avec les voitures brûlées. Là, c'était vraiment un problème de société. Hein. Et donc là, pour une fois, l'administration française s'est dit, là, effectivement, il va falloir quand même, non pas aider Monsieur Olivenstein, parce que c'est ce qu'il explique, l'administration l'a pas aidé, elle l'a autorisé, elle l'a laissé faire, mais elle lui a pas apporté son soutien. Elle a dit, bon, démerde-toi, on va te filer un peu, 2-3 sous, un local, mais vraiment, démerde-toi, quoi. Nous fais pas chier, mais il y a un problème de société, donc on laisse faire. Et donc, effectivement, il se dit, tiens, je vais ouvrir un centre comme ça. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le bouquin, c'est toute cette partie-là où il explique justement la difficulté que c'était pour lui de mettre au point ce centre, parce que déjà, le personnel, bon, lui, il était un peu un gourou. En fait, il explique qu'il était très respecté des drogués, parce que vu que c'était une des premières personnes à s'intéresser aux drogués en France, effectivement, les drogués avaient un peu de respect pour lui quand même si la plupart ont mal terminé, c'est ce qu'il explique, la plupart des gens qu'il a connus se sont soit suicidés, soit ont mal terminé. Bien sûr, il y a des gens qui s'en sont sortis, mais ça transparaît dans le livre qu'il y en a peu. Et c'est vraiment flippant, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le problème de la drogue. C'est que c'est un problème vraiment incroyable. Bien évidemment, il explique qu'il y a des gens très bien qui se droguent, des pharmaciens, des docteurs, des gens qui ont accès à la drogue, mais ils savent s'encadrer
savent s'autogérer en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même deux types de drogués. Il y a les drogués qui ont eu un conflit dans leur vie énorme avec leurs parents, parce que 99% du temps, on voit que le conflit démarre d'un conflit familial avec ses parents. Le drogué, dans 99% des cas, le toxicomane, soit n'a pas eu de parents, soit ça s'est mal passé avec eux. Enfin bref, si on veut soigner un drogué, il faut comprendre pourquoi il en est arrivé là, quoi. Et c'est lui, il est le premier à essayer de faire ça, quoi. Et parce qu'en fait, il explique aussi que à cette époque-là, le drogué était vu comme un voyou, comme un malfaisant, comme un être animé par le diable. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est des gens qui toute leur vie vont rechercher le plaisir. Un drogué recherche le plaisir direct, maintenant, comme un pari, en se disant, je brave un petit peu la mort, en fait. Le drogué est dans une zone grise et il est dans une temporalité qui lui appartient. Il est dans un espace-temps différent. Et c'est pour ça que c'est très difficile de soigner un drogué, de le comprendre, parce qu'il n'est pas dans la même dimension que nous. Forcément, on dit ça une dimension temporelle. C'est-à-dire que dans son cerveau, une minute, c'est pas une minute pour vous. Et à partir de là, il y a le décalage déjà. À partir de là, il y a déjà un décalage. Donc le drogué mondain, c'est un autre type de drogué. C'est le drogué qui va, suite à un accident, une douleur, peut-être tomber accro à des médicaments, ou peut-être par accident va goûter à la drogue. Mais c'est un autre problème. Le véritable problème aujourd'hui de la société, et moi je le sais, dans ma famille, j'ai des gens qui sont toxicomanes, donc ce livre m'a beaucoup aidé à mieux comprendre un petit peu la difficulté que ça peut représenter, parce qu'en fait, en vérité, changer un drogué, c'est pas possible. Et c'est ça qu'on s'aperçoit, c'est que vous n'allez pas arriver à dire, bon écoute, t'es drogué toi. Si tu m'écoutes bien, tu ne seras plus. Suis mes conseils et tu ne seras plus drogué. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment inefficace comme méthode. Un drogué, il faut qu'il ait déjà envie de se soigner. Et c'est ça qui est vraiment difficile. C'est que déjà, lui, dès le départ, tu dois lui faire comprendre. Toi, lui, il a ouvert le centre, marmottant. Il devait déjà faire comprendre que eux, ils n'allaient pas se casser la tête pour le gars si lui, il n'avait pas envie de s'en sortir. Déjà, premièrement. Ils n'allaient pas en faire un foin, ils n'allaient pas en faire un fromage. Mais que par contre, si lui, il le voulait, il serait aidé comme un roi, quoi. En fait, si vous voulez, ce mec-là, à partir du moment où toi, tu avais vraiment envie de t'en sortir, il faisait tout pour toi. Donc ça, c'est Dr Levenstein, c'était vraiment quelqu'un, d'après ce qu'il dit dans son livre, hein, et qui en plus c'était un personnage reconnu internationalement. C'est le seul Français à l'époque à être invité aux États-Unis quand il y avait des colloques sur la drogue. Il était respecté parce que les Américains se sont rendus compte qu'ils avaient un putain de sérieux problème avec la drogue. Ils se sont réveillés un matin, les États-Unis, alors qu'on sait qu'ils en ont importé aux États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est vraiment un pays difficile à suivre parce que on sait que pour des raisons économiques, ils ont importé de la drogue aux États-Unis. Alors je sais plus, je crois que c'est la cocaïne. Mais d'un autre côté, ils se sont réveillés un matin, les Américains, ils se sont rendus compte que dans les rues malfamées des grandes villes américaines, la drogue était pire qu'un fléau. C'était comme si le diable se baladait dans les rues. À un moment donné, j'étais choqué. À un moment donné, il part aux États-Unis et il fait une visite des bas-fonds avec la police pour voir un peu comment ça se passe. Et il dit qu'il voyait des jeunes filles de 12 ans se prostituer, des mecs qui avaient 15 ans, des gens se faire buter comme ça. Et effectivement, je pense bien que la drogue, c'est vraiment un truc qui provoque des drames absolument atroces. Et les États-Unis se sont réveillés un matin comme ça en disant merde, on a un sérieux problème, quoi. Et ils y ont répondu, on le sait. Bon, ça n'a pas été dit dans le livre, mais moi je le sais parce que je l'ai entendu ailleurs. C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont dit on va régler le problème de manière simple. On va jeter les gens en prison comme des merdes et avec des peines très lourdes. Donc voilà quelle a été la réponse américaine face au fléau de la drogue. Et on voit aujourd'hui que ça n'a pas du tout marché, qu'il y a toujours de la drogue. Que les prisons, bah ouais, tu mets... Ok, le gars il a un joint, tu lui mets 20 ans de prison. Et putain, tu lui gâches ta vie tout simplement. Mais les Américains ils sont comme ça, ils sont très expéditifs. Ils cherchent pas toujours à comprendre. Alors après, dans certains États, maintenant c'est légalisé. Mais il faut se dire une chose,
c'est qu'à une époque, tu te trimballais avec du hashish, c'était comme si tu avais de la drogue, hein. Alors si tu te trimballais avec un gramme de coke, alors là, mon malheureux, oh là là, mon malheureux. Alors là, c'était fini pour toi, hein. Là, les États-Unis, si vous voulez, c'est... bon, bref. La France, alors il explique aussi que en France, il y avait un peu cette mentalité du petit juge, hein, le petit juge de merde là. Ah, t'as fumé un joint, ah, t'as fumé un joint, tiens, on va te foutre 3 ans de prison, espèce de petit salopard. En disant, mais en fait, il explique qu'on a envoyé beaucoup de gens en prison pour du hashish, ce qui est complètement con, quoi, en fait, hein. Et que, en fait, il y avait toute cette mentalité-là d'époque. Donc en fait, il était le seul à apporter une lueur d'espoir à tout ce peuple de toxicomanes qui étaient vus comme des malpropres, qu'on cherchait à enfermer à tout prix en prison, et qui avaient aucun espoir. Et lui était le premier à faire évoluer les mentalités en ouvrant un centre, qui est d'ailleurs toujours là, et puis à avoir essayé d'écouter et de comprendre et de traiter comme les humains. Alors même si c'était très très dur, hein, parce qu'il expliquait qu'il y en a des fois ils étaient hyper violents. Il y en a un par exemple, parce qu'en fait quand tu sortais de chez Marmottan, tu pouvais aller dans le sud dans une post-cure. Pour pas que tu ailles tout de suite dans la vie civile, tu pouvais aller dans un centre où tu allais être à la campagne, tu allais travailler à la campagne, tu allais faire ci. Il y avait un mec, il a piqué les 100 000 euros dans la caisse, les 100 000 francs là-bas. Qu'est-ce que vous voulez, ces drogués, ils sont là, ils pètent les plombs parce que tout va bien, ils sortent, mais ça va mal quand ils ressortent, quoi. Sorti de Marmottan, en fait, si vous voulez, il disait que, en fait, si vous voulez leur offrir un centre comme ça, c'était troquer une dépendance pour une autre. Mais ce livre-là, franchement, je vous conseille vraiment de le lire parce que ça va vous ouvrir les yeux sur nos faiblesses et sur le fait qu'on a toujours besoin. Parce qu'en fait, quand on est à la naissance, on est déjà en dépendance de nos parents. En fait, c'est ça et je pense qu'on mettra toute notre vie à se détacher de cette dépendance. Moi, personnellement, j'essaye de me sortir de la dépendance des parents, mais on peut pas. On peut pas parce qu'en fait, c'est inclus dans le paquet de naissance. Tu es issu de tes parents. Donc tu as besoin d'eux. Tu as besoin d'eux, de leur avis, parfois de leur argent, il faut bien admettre. Mais tu as besoin aussi, surtout de leur soutien moral. Et ces drogués-là, qui n'ont plus justement ce soutien parental, on leur offre un soutien dans ces centres-là. Mais le problème, c'est que ces centres-là, il faut en sortir un jour. Et c'est ça le gros truc qui m'a frappé aussi, c'est que au premier abord, tu dis, tiens, c'est une louable intention de créer un centre comme ça, c'est génial, grâce à ça, tu te dis ça au début. Puis finalement, tu t'aperçois quoi? Qu'il faut en partir. C'est comme il dit, par exemple, la solution de la méthadone. Il explique dans le bouquin, mais c'est génial, la méthadone, vous croyez quoi? Vous donnez à des jeunes, vous remplacez une drogue par une autre. En quoi vous avez réglé le problème? Parce qu'effectivement, la méthadone, c'est un produit, vous en êtes accro après. Ok, vous n'avez aucun plaisir, mais vous en avez besoin, et après vous êtes rattaché à l'institution. La méthadone, c'est un moyen pour l'État français d'avoir un lien de subordination presque sur le drogué. Le drogué devient dépendant de vous, et vous pouvez presque avoir la main mise sur lui. Bon, après, je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais disons que globalement, je grossis le trait pour le propos. Mais effectivement, ça pose question. Est-ce qu'au lieu de donner de la méthadone aux gens, il ne faudrait pas mieux s'attaquer vraiment au problème qu'est la dépendance à l'héroïne et la dépendance tout court? Parce qu'à un moment donné, je vois bien que les gens qui sont dépendants en général, comme la personne de ma famille que je connais, elle troque une dépendance pour une autre. Alors tu vas laisser une dépendance comme l'héroïne, mais après tu vas te rabattre sur l'alcool. Parce que on n'a pas encore trouvé la solution réelle contre l'héroïne. Faut bien le dire. L'héroïne, c'est vraiment le fléau maximal, quoi. C'est le diable number one. C'est Al Pacino dans l'avocat du diable, dans l'associé du diable. C'est vraiment de la merde. Et le truc, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution à part le remplacer par un équivalent un peu moins dangereux. Et ça, c'est un constat d'échec aussi, hein. Donc en fait, ce qu'on constate dans ce livre, c'est que aujourd'hui, le problème de l'héroïne n'a pas été réglé, il a été encadré. Que faire des centres pour les drogués, c'est bien, mais qu'au final, si on n'a pas réussi à régler ce qui n'allait pas en eux, c'est-à-dire ce manque affectif,
qui fait que ils retomberont toujours quelque part sur une rechute, en fait. Le problème, il est là, c'est que dans tous les cas qu'il a donnés, nombreux étaient les cas qui ont rechuté. C'est difficile de s'en sortir de la drogue à un point tel que je l'imaginais pas, et ça, parce que si t'as pas réglé le problème revient, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Je suis pas sûr de ce que je vous dis, hein. Pour moi, c'est mon analyse. Mon analyse, c'est que si t'as pas vraiment trouvé l'origine du problème et que tu l'as pas réglé, la drogue, elle reviendra forcément. Ou bien le suicide. Parce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est qu'une personne, soit elle rechute dans la drogue, soit elle se suicide. Donc, après, il y a des gens qui vivent avec aussi. Après, il a donné des exemples de gens qui se sont sortis de la drogue et qui ont fini par devenir travailleurs sociaux dans le milieu, pour aider les autres à leur tour. Ce qui est compréhensible. Quand on a bien connu le problème, on est plus crédible aux yeux d'un drogué quand tu lui dis, écoute, moi je suis un ancien, écoute, moi je peux t'aider. Donc, en fait, c'est un livre que vraiment m'a retourné le cerveau, mais aussi c'est un livre dur, parce qu'il te montre, il te montre un petit peu cette ambiance de la vieille France qu'il y avait à l'époque, et qui se retrouve encore des fois maintenant, mais moins évidemment. La société, elle a un peu évolué, mais des fois, quand j'entends parler de drogue à la télé, quand j'entends parler de hashish, etc., quand on dénigre les gens on oublie de dire que quelque part derrière, ils essayent de simplement fuir cette société. En fait, le problème aussi que ce livre soulève, c'est que la société en elle-même est un problème. C'est que cette société qui vous vend le bonheur ne vous le donne pas. Elle vous le vend, ce bonheur. Et oui, travaille et sois heureux. Travaille, consomme et sois heureux. Et ça, c'est pour l'adulte. Et je pense aussi qu'à l'école, il y a un problème. Je pense que si un jeune, il commence à avoir des problèmes à l'école pour se droguer, c'est que l'école, déjà, elle a un souci. Et je crois qu'il le dit à un moment dans le livre. Il en veut un petit peu aussi à l'école à un moment donné. Je me rappelle plus dans quel terme, mais bon, il en parle pas trop de l'école, mais ce qui m'a assez surpris d'ailleurs, hein. Il parle assez peu de l'école, mais il parle beaucoup des parents. Pour lui, vraiment, l'explication number one de ces jeunes-là perdus, c'est les parents. Parce que les parents, des fois, sont névrosés. Et que, quelque part, ça se reporte effectivement sur l'enfant. Ça, on peut bien le comprendre. Mais moi, pour moi, je vais encore plus loin et dans l'analyse du livre, et pour moi, il n'y a pas que ça, quoi. En fait, pour moi, le problème, c'est que voilà, quand on considère le problème de la drogue, on n'en voit que le résultat, on n'en voit pas le pourquoi du comment, on ne voit pas qu'est-ce qui peut pousser les gens finalement à vouloir fuir la réalité. Et on ne se pose pas cette question-là, alors qu'elle est fondamentale. Si on veut qu'on arrête de se droguer, il faut que euh, euh, on comprenne pourquoi. Parce que, en fait, si vous voulez, c'est le, c'est le symptôme. Mais le problème, il est en amont et il est très complexe. Parce que c'est le problème le plus épineux de la société, c'est la drogue. Pour moi, après avoir lu ce livre, pour moi, je me disais, bon, après, en plus, il le dit, hein, il y a beaucoup de gens qui boivent aussi, et c'est une drogue légale. Et c'est ça qui est encore... en fait, il y a les drogues non légales, et puis il y a les drogues légales. Et c'est là que tu te rends compte, tu te dis, mais putain, dans quel monde on vit, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vends de la drogue dans les magasins, mais il y en a d'autres que tu interdis. Déjà, le discours, il y a un problème dès le départ. Donc tu t'aperçois qu'on ne réglera jamais le problème de la drogue si déjà, en amont, l'État, l'administration médicale, ainsi que les politiques, ainsi que des tas de pouvoirs en place qui sont responsables du projet de vie de la société, parce qu'on est dans un projet de vie en France. C'est le projet capitaliste, en fait. Mais si on ne s'attaque pas déjà à aplatir les lois, parce que soit tu autorises le cannabis et le vin, ou soit tu interdis le vin et le cannabis. Mais
ne pas autoriser l'un et autoriser l'autre, c'est pousser les gens vers celui qui est légal. Alors qu'on sait qu'il est plus dangereux que l'autre. Donc vous voyez, pour moi, ce livre-là n'a pas fait mention, il en parle, hein. On est d'accord, hein. Il parle à peu près de tous les aspects de la drogue, il n'en oublie aucun. Donc effectivement, il parle de l'alcool, que c'est débile et machin, et tout. Ça il le dit, mais pour moi c'est une incohérence number one. Et déjà, si on veut régler des problèmes de société qui sont quand même pas rien, il faut déjà qu'on soit raccord au niveau des lois. Voilà. Ensuite, après on pourra parler. Et donc en admettant qu'on soit raccord au niveau des lois, ensuite, il faudra comprendre pourquoi quelqu'un se drogue, parce que quelqu'un trouvera. Alors ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a des pays qui n'ont. Alors ils parlent du Japon, par exemple, des années 70. Et dans le Japon des années 70, évidemment, il y a peu de drogue qui circulent. Mais les gens, ils ont une telle pression là-bas, qu'ils vont trouver des moyens détournés de se droguer. C'est-à-dire qu'ils vont se droguer à base d'antidépresseurs, machin. Et ce qui est rigolo, c'est que ce qu'il décrit là, ces Japonais qui se cachent un petit peu dans tout ce qu'ils vont trouver, même des produits pour la grippe, ils vont se cacher dans n'importe quel produit qu'ils pourront trouver, parce que c'est une pression terrible. Et ben, on retrouve un peu ça maintenant, quand on sait qu'aujourd'hui la France est un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs. On voit que nous aussi, finalement, on se dirige vers des drogues légales par facilité, parce que je vois moi un cadre ou une mère de famille aller dans la rue. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le médecin, il va dire écoutez, j'ai un peu de mal à dormir ou je sais pas quoi, je suis stressé, et hop, le médecin file des tas de benzodiazépines et des tas de cochonneries, parce que les benzodiazépines, la pire arnaque de tous les temps, parce qu'après ça vous rend accro, hein. Il suffit d'un mois ou deux pour être accro pendant 10 ans. En fait, les benzodiazépines, c'est vraiment de la saloperie, parce qu'une fois que vous êtes accro, votre cerveau ne peut plus fonctionner sans. Mais ça les gêne pas, les docteurs, de filer des tonnes et des tonnes d'antidépresseurs, des saloperies comme ça. Donc en fait, je dirais qu'il y a deux drogues. Il y a l'illégal et la légale. Les deux sont mauvaises, et les deux mènent au problème. Et les deux sont difficiles à arrêter. Et que moi, bon, je félicite ce livre de m'avoir ouvert les yeux sur le dire. En fait, je pensais pas que la drogue, pour moi la drogue, bon, moi je me suis drogué, hein, je vous le dis. Mais pour moi, comme j'ai réussi à arrêter, moi j'ai fumé des joints, en fait j'ai fumé des cigarettes, j'ai bu et tout ça. Maintenant, ça m'arrive de boire et de fumer, mais en fait, je vais vous donner un conseil pour ceux qui veulent, bon, pour finir cette vidéo, je vais vous donner mon conseil personnel pour arrêter des petites addictions, hein. Ce que je vais vous donner comme conseil, ça ne va pas forcément vous aider pour des grosses addictions type héroïne. Mais si vous voulez arrêter le café, la cigarette, le cannabis, l'alcool, l'alcool, pareil, si vous êtes un buveur occasionnel, hein. Bon, après, si vous êtes alcoolique, il y a des médicaments, il y a des solutions, il y a des cures de désintox, bref. Mais je veux dire, si vous êtes un peu comme moi, un mec qui était borderline, parce que moi, c'est un peu les problèmes de l'existence qui m'ont... Je suis parti à Paris, j'étais un peu seul là-bas, j'étais dans un métier qui me plaisait pas. Donc effectivement, on est amené à prendre ce qui me tombe sous la main, mais c'est plus pour passer des mauvais jours, en fait. Voilà, il y a des mauvaises journées, des fois, il faut savoir les faire passer, quoi. Et moi, le problème, c'est que je suis rentré en province et tout, et que j'ai gardé ces habitudes-là, et j'étais obligé de les freiner et de les diminuer, parce que j'en avais plus besoin. Arrivé maintenant ici en province, je suis plus stressé par les transports, je suis plus stressé, là je travaille à domicile, je suis tranquille, quoi. Donc, j'avais gardé ces mauvaises habitudes, et donc pour les baisser, c'est simple. Premier mois, vous faites comme d'habitude, mais très important, vous notez tout ce que vous faites. Tiens, aujourd'hui j'ai bu. Tiens, aujourd'hui j'ai fumé une cigarette. Tiens, j'ai fait ça. J'ai bu un café. Vous notez tout. Et simplement, le mois d'après, vous essayez de faire la même chose que le mois précédent en enlevant une unité. Par exemple, si vous avez bu 4 fois, vous avez bu 4 fois dans le mois. Le mois d'après, vous essayez de boire 3. Vous avez fumé 17 cigarettes. Le mois d'après, vous essayez d'en fumer 16. Ça paraît con, mais je vois pas d'autre solution. J'ai essayé plein de trucs, mais ne soyez pas trop barbares, parce qu'en fait, arrêtez tout d'un coup. Le problème, il est là aussi, hein, c'est qu'on, en fait, on est dans un monde très baigné dans les addictions de tout ordre. Et je pense que c'est un peu voulu par le système, parce que c'est comme ça qu'il nous vend sa soupe, hein, c'est en nous rendant accro à des tas de trucs, et après tu reviens acheter tout le temps. Donc je pense que
effectivement, la société, il ne le dit pas dans le bouquin, mais j'ai l'impression que la société est beaucoup basée sur cet instinct addictif. Quand tu achètes, c'est par addiction. Quand tu fais quelque chose, tu deviens accro à quelque chose. Et c'est la meilleure chose pour quelqu'un qui vend un produit, c'est de te rendre accro à son produit. Donc on est dans un monde comme ça, si vous voulez. Donc quand on te fait une série télévisée, à la fin de la série, il y a un cliffhanger à la fin de l'épisode pour que tu aies envie de regarder l'épisode. Donc en fait, on est dans un monde où, de toute façon, on te rend accro. Et il faut noter tout ça et ne pas trop vouloir tout arrêter d'un coup. Mais moi, mon but, ce serait de diminuer un petit peu tout ce qui est artificiel, diminuer tout ce qui est télévision, tout ça. Maintenant, je lis plus de bouquins parce que justement, j'ai fait l'effort de pas toujours être devant mon YouTube, de pas toujours être devant ma tablette. Et ça, c'est difficile. Tiens, par exemple, aujourd'hui, j'ai déclaré que c'était un jour de jeûne électronique. Alors que j'allais jeûner de mon ordinateur. Là, ça va être difficile et je vais en baver. Parce que on se rend pas compte. Mais demain, si je vous mets en forêt sans électricité, vous serez bien obligé de vivre autrement. Mais si vous n'en avez pas l'obligation, c'est dur de revivre à des valeurs plus roots, plus simples. Enfin bref, je divague. Mais encore une fois de plus, je vous conseille énormément ce livre. Vous pouvez le trouver sur Amazon, il n'y a pas de problème. Et ça fait partie des livres références, quoi. Ça se sent dès qu'on le lit, c'est une page historique de la médecine qui se tourne avec ce genre de gugus. Et en plus, qui dit vraiment ce qu'il pense et qui est profondément humain. Il ne se prétend pas maître de la situation, loin de là, et il ne prétend pas apporter des solutions de perlimpinpin comme beaucoup. Ah ben les drogués, mettez-les en prison. Ah les drogués, ben donnez-leur ci ou ça. Non, ça marche pas comme ça, il en est conscient, hein. Donc c'est très intéressant un mec comme ça de le lire. Après je pourrais vous en dire beaucoup sur ce bouquin parce qu'il y a énormément de choses qui m'ont frappé. Mais là, j'ai fait une vidéo comme ça à chaud pour vous dire un petit peu ce qui me passait par la tête, mais j'en oublie. Donc allez-y, foncez. En tout cas, je vous remercie d'être là et je vous souhaite de vous défaire de notre société addictive. Ciao.